Le jour où tout a basculé, je portais mon vieux manteau beige et un sac en tissu usé. Une femme m'a bousculé devant la poste et a murmuré à son ami « Ces gens-là envahissent tout maintenant ». Je n'ai rien dit. J'ai serré les dents et j'ai continué à avancer. Mais ce jour-là, un homme en costume noir allait m'approcher et tout ce que je croyais savoir sur ma vie allait s'effondrer en quelques minutes. Je m'appelle Aminata. J'ai 63 ans et je vis seule dans un petit appartement du 19e arrondissement de Paris. Je suis née à Dakar, au Sénégal, et je suis arrivée en France il y a plus de 30 ans. J'ai travaillé comme aide-soignante pendant 25 ans. Mes mains ont soigné des centaines de personnes. Mes nuits blanches ont sauvé des vies. Mais ce matin-là, devant cette agence bancaire du boulevard de la Chapelle, personne ne voyait rien de tout cela. Ils voyaient juste une vieille femme noire avec un sac fatigué et des chaussures trouées. J'étais venue pour un problème simple. Mon neveu, Ibrahima, m'avait demandé de récupérer un colis à son nom dans une consigne automatique située juste à côté de la banque. Il m'avait dit que c'était urgent, qu'il ne pouvait pas venir lui-même parce qu'il voyageait pour le travail. Ibrahima était le fils de ma sœur cadette, décédée il y a 8 ans. Je l'avais élevé comme mon propre fils après sa mort. Je lui avais tout donné, mon temps, mon argent, mon toit. Alors quand il m'a appelé, la voix tremblante, en me suppliant de l'aider, je n'ai pas hésité une seule seconde. Mais ce matin-là, tout est allé de travers. La machine de la consigne ne reconnaissait pas le code. J'ai essayé 3 fois, 4 fois. Rien. Les gens commençaient à s'impatienter derrière moi. Un homme en costume gris a soupiré bruyamment. Une jeune femme a levé les yeux au ciel. J'ai senti la sueur couler dans mon dos. Je me suis tournée vers l'employé de la banque, un jeune homme blond avec une cravate rouge, et je lui ai demandé de l'aide. Il m'a regardée comme si j'étais transparente. « Madame, ce n'est pas notre service. Débrouillez-vous. » Sa voix était sèche, presque méprisante. Je suis retournée vers la machine. Mes doigts tremblaient. Une femme derrière moi a murmuré assez fort pour que je l'entende. Elle ne sait même pas lire, celle-là. Des rires étouffés ont suivi. Mon cœur s'est serré. J'ai baissé la tête et j'ai continué à essayer. Finalement, après 10 minutes d'humiliation, la porte s'est ouverte. J'ai saisi le paquet, un carton rectangulaire enveloppé dans du plastique épais, et je l'ai glissé dans mon sac. Je suis sortie en marchant vite, les joues brûlantes de honte. Dehors, il faisait froid. Le vent soufflait fort et je me suis arrêtée un instant pour reprendre mon souffle. C'est là que je l'ai vu. Un homme de grande taille, la cinquantaine, vêtu d'un costume noir impeccable, une mallette à la main. Il marchait droit vers moi. Ses yeux étaient fixés sur moi avec une intensité qui m'a glacée. J'ai pensé qu'il allait me bousculer, mais il s'est arrêté juste devant moi et a dit d'une voix calme et posée « Madame Aminata Diallo, j'ai besoin de vous parler, en privé. » C'est urgent. Mon sang s'est figé. Comment connaissait-il mon nom? Qui était cet homme? J'ai reculé d'un pas. Il a sorti une carte de sa poche intérieure et me l'a tendue. Direction générale de la sécurité extérieure. DGSE. Les services secrets français. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il a posé doucement sa main sur mon bras et a ajouté « Ne faites pas de scène. Venez avec moi. Vous n'êtes pas en danger. Mais vous devez m'écouter maintenant. » Je l'ai suivi comme une automate. Nous sommes montés dans une voiture noire garée à quelques mètres. À l'intérieur, il y avait une femme brune, la trentaine, elle aussi en tenue sobre. Elle m'a souri d'un air rassurant, mais je sentais que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. L'homme en costume noir s'est assis à côté de moi et a commencé à parler. « Madame Diallo, vous êtes suivie depuis 3 semaines. Pas vous directement, mais les personnes autour de vous. Votre neveu, Ibrahima Diallo, est sous surveillance depuis 6 mois. Il est impliqué dans un réseau international de trafic de documents falsifiés, de blanchiment d'argent et de transport de marchandises illégales. Les mots me sont tombés dessus comme une pluie de pierres. Ibrahima? Mon Ibrahima? Celui que j'avais nourri, logé, soutenu pendant des années? L'agent a continué sans me laisser le temps de réagir. Le colis que vous venez de récupérer contient des documents compromettants, des faux passeports, des cartes d'identité falsifiées et des coordonnées bancaires volées. Votre neveu vous utilise comme mule sans que vous le sachiez. Il sait que personne ne soupçonnerait une femme de votre âge, de votre profil. Vous étiez la couverture parfaite. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient si fort que je les ai serrées l'une contre l'autre pour les calmer. La femme à l'avant s'est retournée et m'a tendu un verre d'eau. J'ai bu en silence
les larmes commençant à brouiller ma vue. L'agent m'a laissé quelques secondes, puis a repris. « Nous avons besoin de votre aide. Si vous acceptez de coopérer, nous pouvons coincer Ibrahima et tout son réseau. Mais il faut que vous fassiez exactement ce que nous vous disons. Il ne doit rien soupçonner. » J'ai levé les yeux vers lui. Ma voix était à peine audible. « Pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait ça ?» L'agent a soupiré doucement. « Parce que vous êtes loyal, parce que vous lui faites confiance, et parce qu'il pense que vous ne poserez jamais de questions. C'est exactement ce genre de personnes qu'ils utilisent. Des gens bons, des gens invisibles. » Le mot « invisible » m'a frappé comme une gifle. C'était exactement ce que j'avais ressenti toute la matinée. Invisible, méprisé, ignoré. Et maintenant, je comprenais que mon propre neveu m'avait vu de la même manière. Une vieille femme noire dont personne ne se méfierait. Un pion jetable. L'agent m'a expliqué le plan. Je devais rentrer chez moi avec le colis et attendre qu'Ibrahima me contacte. Il allait certainement venir le chercher dans les prochaines heures. Pendant ce temps, une équipe surveillerait mon appartement. Dès qu'il entrerait, ils interviendraient. Mais je devais jouer mon rôle. Agir normalement. Ne rien montrer. J'ai hoché la tête lentement. Je ne savais pas si j'en étais capable, mais une rage sourde commençait à monter en moi. Une rage froide, dure, qui remplaçait peu à peu la honte et la peur. Je suis rentré chez moi en métro, le colis serré contre moi. Chaque regard me semblait chargé de soupçons. Chaque bruit me faisait sursauter. En arrivant dans mon immeuble, j'ai croisé Madame Rousseau, ma voisine du 4e. Elle m'a salué d'un petit signe de tête distant. Elle ne m'avait jamais vraiment parlé en 10 ans. Pour elle aussi, j'étais invisible. Je suis monté les escaliers lentement, mes jambes tremblant sous le poids de ce que je venais d'apprendre. Une fois dans mon appartement, j'ai posé le colis sur la table de la cuisine. Je l'ai fixé longtemps, comme si c'était une bombe prête à exploser. J'ai pensé à ouvrir, à vérifier ce qu'il contenait vraiment. Mais je me suis rappelé les instructions de l'agent. Ne rien toucher, ne rien changer. J'ai fait du thé et je me suis assise près de la fenêtre. Le téléphone a sonné 2 fois. Je n'ai pas répondu. C'était sûrement Ibrahima. Il voulait savoir si j'avais le colis. Il voulait s'assurer que sa vieille tante avait bien fait son travail. La nuit est tombée. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. J'étais assise dans le noir, les yeux fixés sur la porte. Vers 22 heures, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Quelqu'un a frappé 3 coups rapides. La voix d'Ibrahima a résonné derrière la porte. « Tati, c'est moi, ouvre !» J'ai ouvert. Il était là, souriant, les bras ouverts comme s'il venait pour une simple visite familiale. Il m'a embrassé sur les 2 joues et est entré sans attendre. « Tu as récupéré le colis ? Tout s'est bien passé ?» Sa voix était douce, presque affectueuse. Mais maintenant, je savais. Je voyais le mensonge dans ses yeux. Je sentais la manipulation dans chaque mot. J'ai hoché la tête et je lui ai montré le carton sur la table. Il s'est précipité dessus, l'a ouvert rapidement. Je voyais ses mains trembler légèrement. Il a sorti une liasse de documents, les a feuilletés rapidement, puis a souri. « Parfait. Merci Tati, tu m'as sauvé la vie. » Il m'a regardé avec une tendresse feinte et a ajouté « Je te revaudrai ça. » Je n'ai rien dit. Mon visage était de pierre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, 3 agents de la DGSE montèrent les escaliers en silence. Ibrahima était encore penché sur les documents quand la porte s'est ouverte d'un coup sec. 3 hommes en civil sont entrés, armes au poing, suivis de l'agent en costume noir que j'avais rencontré le matin même. Ibrahima a sursauté. Les papiers se sont éparpillés sur le sol. Son visage est passé de la surprise à la terreur en une fraction de seconde. Il a levé les mains instinctivement, la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. L'agent en costume noir a avancé calmement vers lui et a dit d'une voix froide et professionnelle « Ibrahima Diallo, vous êtes en état d'arrestation pour trafic de documents falsifiés, blanchiment d'argent et complicité dans une organisation criminelle internationale. Vous avez le droit de garder le silence. » 2 agents l'ont plaqué contre le mur et lui ont passé les menottes. Ibrahima a tourné la tête vers moi, les yeux écarquillés, cherchant une explication, un soutien, quelque chose. Mais je suis restée assise sur ma chaise, les mains posées sur mes genoux, le visage vide de toute émotion. Je ne lui devais rien, plus maintenant. Il a crié « Tati, dis-leur que tu ne savais rien, aide-moi !» Sa voix était devenue aiguë, presque hystérique. L'agent m'a regardé. J'ai simplement hoché la tête. Ibrahima a compris. Son visage s'est décomposé.
Il a baissé les yeux et s'est laissé emmener sans résister davantage. Quand la porte s'est refermée, le silence est tombé sur l'appartement comme un drap lourd. L'agent en costume noir est resté quelques instants avec moi. Il s'est assis en face de moi et a posé une enveloppe sur la table. « Vous avez été courageuse, Madame Diallo. Grâce à vous, nous avons pu démanteler un réseau qui opérait dans 4 pays. Vous avez sauvé des vies, même si vous ne le réalisez pas encore. » Il a marqué une pause, puis a ajouté « Cette enveloppe contient un document officiel certifiant votre collaboration avec nos services. Si jamais quelqu'un vous pose des questions, montrez-le. Vous êtes protégé. » Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je l'ai juste regardée, comme si elle venait d'un autre monde. L'agent s'est levé, m'a serré la main avec respect et est parti. Je suis resté seul dans mon appartement, entouré du désordre laissé par l'arrestation. Des papiers par terre, une chaise renversée, l'odeur âcre de la peur encore présente dans l'air. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rangé l'appartement lentement, mécaniquement. J'ai ramassé chaque papier, redressé chaque meuble, essuyé chaque trace. Comme si en nettoyant les lieux, je pouvais aussi nettoyer mon cœur de la trahison que je venais de vivre. Mais la douleur restait là, sourde, installée au creux de ma poitrine. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était une femme de la DGSE, celle qui était dans la voiture. Elle m'a expliqué que je devrais peut-être témoigner dans les semaines à venir, que l'enquête allait se poursuivre, mais que je n'avais rien à craindre. Elle m'a aussi dit quelque chose qui m'a marqué. Vous n'étiez pas invisible, Madame Diallo. Vous étiez exactement celle qu'il nous fallait. Forte, discrète et juste. Ces mots ont résonné en moi toute la journée. Les jours suivants ont été étranges. Je continuais ma vie normalement, mais tout avait changé. Je marchais dans les rues du quartier et je voyais les gens différemment. Ceux qui m'ignoraient, ceux qui me bousculaient, ceux qui détournaient le regard. Mais maintenant, je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je n'étais pas celle qu'ils croyaient. J'avais aidé à arrêter des criminels. J'avais joué un rôle dans quelque chose de bien plus grand que moi. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une convocation au tribunal. Le procès d'Ibrahima et de ses complices allait commencer. J'ai mis mon plus beau tailleur, celui que je portais pour les grandes occasions, et je me suis rendue au palais de justice. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Ibrahima était assis entre 2 policiers, menotté, le visage fermé. Quand il m'a vu, il a détourné les yeux immédiatement. Le procureur m'a appelé à la barre. J'ai prêté serment et je me suis assise. On m'a posé des questions simples. Depuis combien de temps je connaissais Ibrahima? Pourquoi j'avais accepté d'aller chercher le colis, si je savais ce qu'il contenait? J'ai répondu avec calme, sans hésitation. Non, je ne savais rien. Oui, je lui faisais confiance. Oui, il avait abusé de cette confiance. Puis le procureur a demandé « Madame Diallo, comment vous sentez-vous aujourd'hui, sachant que votre neveu vous a utilisé comme complice involontaire dans des activités criminelles ?» J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé Ibrahima droit dans les yeux et j'ai dit « Je me sens trahi, mais je me sens aussi libéré. Parce que j'ai compris que la loyauté ne doit jamais être aveugle. Et que même une vieille femme comme moi peut faire la différence quand elle choisit de se lever. » Un murmure a parcouru la salle. Le juge a frappé son marteau pour réclamer le silence. Ibrahima a baissé la tête encore plus bas. Je suis descendu de la barre et je suis retourné m'asseoir. Le reste de l'audience s'est déroulé dans un brouillard. Des témoins, des experts, des avocats qui parlaient vite en utilisant des mots compliqués. Mais moi, j'avais déjà dit ce que j'avais à dire. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Ibrahima a été condamné à 8 ans de prison ferme. Ses complices ont reçu des peines similaires. Le réseau a été démantelé. Des centaines de faux documents ont été saisis. Des comptes bancaires ont été gelés. Et moi, Aminata Diallo, aide-soignante à la retraite, femme noire de 63 ans, vivant dans un petit appartement du 19e arrondissement, j'avais joué un rôle clé dans tout cela. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Quelques semaines après le procès, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, timbrée, avec mon nom écrit à la main. Je l'ai ouverte avec précaution. C'était une lettre d'Ibrahima, écrite depuis la prison. Il s'excusait. Il disait qu'il avait eu honte, qu'il avait cru que l'argent facile allait résoudre tous ses problèmes, qu'il ne voulait pas me faire du mal. Il écrivait « Tati, tu as toujours été la seule personne qui croyait en moi. Et moi, je t'ai trahi de la pire des façons. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de ne pas m'oublier complètement.
J'ai relu cette lettre plusieurs fois. J'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe. Un mélange de colère, de compassion, de déception et de soulagement. J'ai fini par plier la lettre et la ranger dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Les mois ont passé. J'ai repris ma vie, tranquillement. Mais quelque chose avait changé en moi. Je marchais différemment dans la rue. Je parlais différemment aux gens. Quand quelqu'un me bousculait ou m'ignorait, je ne baissais plus la tête. Je les regardais dans les yeux. Je souriais même parfois. Parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je savais que je comptais. Un jour, je suis retournée à cette agence bancaire du boulevard de la Chapelle, l'endroit où tout avait commencé. L'employé à la cravate rouge était toujours là. Il ne m'a pas reconnue. Mais cette fois, quand j'ai eu besoin d'aide, je n'ai pas hésité. Je me suis avancée vers lui et j'ai dit d'une voix claire « Bonjour, j'ai besoin d'aide pour accéder à mon compte ». Il m'a regardé avec ce même air distant. Puis il a soupiré et a commencé à taper sur son ordinateur. Mais je n'ai pas baissé les yeux. Je suis restée debout, droite, le regard fixe. Et pour la première fois, c'est lui qui a détourné le regard. J'ai aussi reçu un appel de la DGSE quelques mois plus tard. L'agent en costume noir m'a invité à prendre un café. Nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot près de la gare du Nord. Il m'a expliqué que grâce à mon témoignage et à ma collaboration, plusieurs autres arrestations avaient eu lieu en Belgique, en Allemagne et au Maroc. Le réseau était complètement détruit. Il m'a remercié encore une fois et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous savez, Madame Diallo, dans notre métier, on rencontre beaucoup de gens. Des informateurs, des témoins, des agents. Mais des personnes comme vous, avec ce courage silencieux, c'est rare. Vraiment rare. Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais imaginé. Parce que toute ma vie, j'avais été silencieuse. Silencieuse par devoir, par respect, par peur aussi. Mais ce silence avait fini par devenir ma force. Une force que personne ne voyait, mais qui était là, solide, inébranlable. Je pense souvent à cette journée, à ce moment où j'étais devant la consigne automatique, humiliée, méprisée, invisible. Et je pense à l'homme en costume noir qui s'est approché de moi et qui a changé tout. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas lui qui m'a changé. C'est moi qui ai choisi de me lever. C'est moi qui ai choisi de coopérer, de témoigner, de regarder Ibrahima dans les yeux et de dire la vérité. Aujourd'hui, quand je croise des femmes comme moi dans le métro, des femmes âgées, fatiguées, invisibles aux yeux du monde, je leur souris. Parce que je sais qu'elles aussi portent une force immense. Une force que personne ne voit, mais qui est là. Et peut-être qu'un jour, elles aussi auront l'occasion de la montrer. J'ai appris que la dignité ne se donne pas, elle se prend. Qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, noir ou blanc. La dignité, c'est ce moment où on décide de ne plus accepter l'inacceptable, où on se lève, où on parle, où on dit non, même si on tremble, même si on a peur, même si on est seul. Ibrahima m'a écrit 2 autres lettres depuis. Je les ai toutes gardées, mais je n'ai toujours pas répondu. Un jour peut-être, quand je serai prête, quand la colère aura laissé place à quelque chose de plus doux, peut-être le pardon, peut-être juste l'indifférence, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus la même femme. Je ne suis plus celle qui baisse la tête. Je ne suis plus celle qui accepte les insultes, les bousculades, les regards méprisants sans rien dire. Je suis Aminata Diallo. J'ai 63 ans. J'ai été aide-soignante pendant 25 ans. J'ai élevé le fils de ma sœur comme mon propre enfant. Et j'ai aidé à démanteler un réseau criminel international. Voilà qui je suis. Alors maintenant, quand on me regarde dans la rue, je soutiens le regard. Quand on me parle avec mépris, je réponds avec calme et fermeté, parce que je sais ce que je vaux. Et personne, absolument personne, ne pourra plus jamais me faire sentir invisible. Si cette histoire vous a ouvert les yeux, si vous aussi vous avez déjà été traité comme si vous ne comptiez pas, comme si vous étiez transparent, écrivez dans les commentaires. Je compte, parce que vous comptez. Nous comptons tous. Et il est temps que le monde le sache.